Bienvenue à Ciné Histoire, spécial hors série Critérion. Je suis toujours en compagnie de Jade, ça va bien? Oui, ça va. On commence à s'habituer, je pense, là, au fait qu'on est enfermé un petit peu dans l'appart, mais ça se passe bien, somme toute. Et toi, ça va bien? Ben oui, ça va toujours bien. On va en profiter pour enregistrer plusieurs des émissions hors série, comme on fait en ce moment, parce qu'on a pris un peu de retard dans l'enregistrement. Mais ça va bon train, ça va bon train. Écoute, aujourd'hui, on parle des 400 coups de François Truffaut, un grand classique de la nouvelle vague. On va décortiquer ça avec vous. Puis en plus, je le mentionnerai un peu plus tard, mais j'ai eu la chance de regarder plusieurs des bonus features du film parce que ça fait quand même une semaine à peu près qu'on l'a regardé, donc j'ai eu bien du temps pour le préparer. Donc, je vais commencer peut-être avec la fiche technique, puis après ça, je pourrais entrer en profondeur dans l'édition Critérion. Truffaut, comme on l'a dit, un des plus grands réalisateurs de la nouvelle vague, mais un des grands réalisateurs français. Un film français, évidemment, 1959, 99 minutes. Un film en noir et blanc, encore une fois. On en a juste eu un, en fait, en couleur. On a juste eu à Marcor jusqu'ici en couleur, mais ça s'en vient. Ça ne saurait tarder. Ouais, on va être une bonne séquence dans pas long. Puis c'est évidemment en français. C'est un drame. Puis ça a gagné notamment le prix de la meilleure réalisation à Cannes, le prix Méliès. Quand j'ai préparé la fiche, je me souvenais c'était quoi le prix Méliès, mais je m'en souviens plus malheureusement, là, mais c'est un prix qui récompense les films français. Puis le meilleur film étranger de la New York Critic Association, donc je crois que c'est la même association qui avait donné à Hitchcock le prix de la meilleure réalisation pour The Lady Vanishes, dont on avait déjà parlé. L'édition Critérion, elle comprend une restauration, encore une fois. Elle comprend 2 commentaires audio, l'un par le professeur de cinéma Brian Stonehill et l'autre avec l'ami de longue date de Truffaut, Robert Lachenay. Ils comprennent aussi. J'ai pas écouté les commentaires là. Ça, j'avoue que je suis un peu. C'est pas ça qui vient me chercher dans les bonus features normalement là. Quand t'as vu le film plusieurs fois là, c'est là que tu peux te mettre à écouter vraiment les commentaires audio. Mais bon, un jour on le fera. Puis il y a certains critérions aussi qu'on connaît bien, donc peut-être qu'on écoutera la version audio plutôt que d'écouter le film à ce moment-là. Deuxième et très intéressant bonus feature, l'audition de Jean-Pierre Léaud, Patrick Auffay et Richard Canaillan. Ce sont 3 jeunes qui jouent dans le film. Justement, c'est très très intéressant à voir. Là, ça dure 5-6 minutes, c'est vraiment pas long. Jean-Pierre Léaud, évidemment, qui joue le rôle titre. Pas titre, mais le rôle principal d'Antoine Doinel. Puis c'est très intéressant de le voir de le voir improviser un petit peu. C'est vraiment un bon bonus feature. Puis c'est récemment, ça a été récemment retrouvé. Puis c'est ce qui fait un peu c'est comme le meilleur bonus feature du film selon plusieurs personnes. Richard Canaillan aussi, qu'on voit pas beaucoup, mais qui fait une très belle interprétation de Charles Aznavour dans son audition. Il ressemble vraiment, puis les deux sont arméniens, donc je sais pas s'il y a un lien de corrélation, mais non, c'est des très belles auditions. Des images d'archives de nouvelles lorsque le film a été présenté à Cannes, ça aussi c'était assez intéressant parce que on le mentionnera peut-être un peu plus tard, mais François Truffaut, c'était un mouton noir un peu à Cannes parce que c'est un critique de cinéma. Donc, il se plaisait un peu à démolir les films français. Puis là, il en présentait un. Puis les gens avaient peur un peu de sa réception. Puis finalement, en tout cas, il y a eu une très, très belle réception. Mais oui, c'était une vingtaine de minutes, je crois. Là, c'était assez intéressant. On voit aussi Jean-Pierre Léaud qui avait vieilli un petit peu, mais qui vit l'effervescence de ça, du festival. Une entrevue de 1965 avec Truffaut, et il discute de sa jeunesse, de ses critiques, puis de l'origine du personnage d'Antoine. Ça aussi, c'était assez intéressant. Une courte vidéo là, qui présente une belle discussion avec Truffaut. C'est toujours intéressant de l'entendre parler parce que c'est un réalisateur, mais c'est un critique de cinéma. Il connaît bien son cinéma aussi, puis il est capable d'être critique envers ses propres films, donc c'est assez intéressant. Une entrevue de 1960 avec Truffaut sur la réception du film et son propre regard critique du film, donc ça ressemble un peu à l'autre entrevue en fait. La bande-annonce et un essai par l'universitaire Annette Insdorf. J'ai vu aussi d'autres bonus features qui ne sont pas sur l'édition DVD, notamment une entrevue d'une vingtaine de minutes, je crois, avec la fille de François Truffaut, qui a travaillé un peu avec lui, mais on sait évidemment qu'il est mort assez jeune.
mort à 52 ans, je crois, là, mais ça a pris tout le monde un peu par surprise en 1984, je crois. Donc, c'est ça, c'est une belle entrevue avec les relations père-fille qui entretenait, puis vues par sa fille. Donc, assez intéressant. Vous irez voir ça si vous avez le Criterion Channel, qui est la plateforme de streaming de Criterion. On peut commencer peut-être avec le résumé. Il se passe pas grand-chose. C'est pas qu'il se passe pas grand-chose, mais il y a plusieurs situations, mais au final, c'est juste une tranche de vie, là, comme la plupart des films de la nouvelle vague. On pourrait le placer dans le coming of age aussi, je pense. Ouais. Il se passe effectivement pas grand-chose. C'est un peu comme à Marquard, je veux dire. Dans le sens où on prend un moment de cette vie-là, puis on reproduit ça. Il y a pas, il y a plus d'événements dans ce film-là, je trouve, que dans Marquard, par contre. Mais au final, c'est pas une histoire qui s'étalonne sur très très longtemps. C'est pas, il y a pas de gros événements puis tout ça. Mais il y a quand même un peu vers la fin. Quand même un peu vers la fin, c'est ça. Il y en a pas 400. On a essayé de les compter, mais il y en avait pas 400 malheureusement. 7 au total. Mais... un peu plus ça quand même. Donc c'est ça. C'est un film largement autobiographique, mais on va y revenir un peu plus tard. Le film raconte l'enfance difficile d'Antoine Doinel, ses relations avec ses parents, ses mauvais coups et sa descente aux enfers, là, si on peut l'appeler comme ça. Le film... Juste peut-être précision, mais on dit parents, là, mais en fait c'est mère et beau-père là, exactement. Qui prend la place totalement méritée de son père, mais qui est pas son vrai père. Donc puis on l'apprend, Antoine l'apprend plus tard aussi. Puis je pense que ça y fait de quoi quand même. Mais, non, mais il savait en fait que c'était pas. J'avais vu ça comme s'il l'apprenait, mais bref, relation avec mère et beau-père. Le film se passe à la fin des années 50, autour d'Antoine, qui est un jeune de 12 ans, qui vit à Paris dans un minuscule appartement avec sa mère intransigeante et peu aimante et un beau-père sympathique. Somme toute, là, en tout cas. C'est relatif, mais au départ, du moins, il est assez sympathique. Il est pas mal incompris de tous les adultes, je dirais. Ses parents lui reprochent ses agissements, ses mauvaises performances à l'école. Son professeur l'encourage pas vraiment, puis le méprise, même pratiquement. Bon, c'est sûr qu'il joue des tours aussi, Antoine, donc c'est difficile, mais bon. C'est l'éducation à la française, j'imagine. Il fugue assez souvent aussi pour des raisons diverses. Au départ, il fugue une journée, puis après ça quelques jours, puis à un moment donné, il veut quitter pour de bon. Donc, il fait une vraie fugue alors qu'il est accusé de plagiat à l'école en citant son auteur favori, Balzac. Il tentait de prouver à sa mère ça, qu'il était capable d'avoir des bons résultats scolaires. Malheureusement, il a plagié un auteur bien connu, donc ça l'a mis un peu dans de beaux draps. Puis c'est pour ça qu'il a décidé à quitter avec un de ses amis d'école. Il se met à voler de plus en plus aussi pour financer son véritable départ et son entrée sur le marché du travail. Du moins, c'est ce qu'il espère faire. Après s'être fait attraper en train, non pas de voler, mais il avait volé. Il avait volé, puis là, il retournait l'objet parce que finalement, le coup qu'il voulait faire avec son ami de vendre là, un objet quelconque, ça n'a pas marché finalement. Donc, il voulait retourner cet objet-là où il l'avait pris. Puis là, il s'est fait attraper en flagrant délit là, de remettre l'objet qu'il venait de prendre. C'était au lieu de travail de son beau-père aussi. Donc, il se fait arrêter, puis il se retrouve en prison, puis dans un camp de délinquants. Puis c'est à peu près ça. Le tout se présente un peu comme une véritable virée à Paris, là, une espèce de pas un road trip parce qu'ils sont à pied, là, mais c'est ça, ils se promènent un peu. Il déambule un peu partout dans la ville, là, puis le début du film s'ouvre aussi sur des rues, toujours avec la Tour Eiffel en fond, puis c'est vraiment là on est en auto là, dans le début du film, mais c'est vraiment une vision de plusieurs des rues de Paris, puis c'est pratiquement comme un documentaire, là, mais je vais y revenir parce que c'est un peu caractéristique de la nouvelle vague, là, mais c'est ça. Ça montre les beaux lieux de Paris. Ça fait des belles images d'archives aussi pour les historiens et les historiennes par moment. Justement, on peut entrer un peu plus profondément autour du film. C'est un film, comme j'ai dit, qui fait partie de la nouvelle vague, qui est un mouvement du cinéma français né au fin des années 50, puis qui dure environ 10 ans. Là. C'est sûr que, disons, le gros de la nouvelle vague, c'est pas mal entre 1958, 59 et 1963. Mais n'empêche, il y a quand même certains films là, qui vont s'apparenter ou du moins qui vont se rattacher un peu à la nouvelle vague pendant une dizaine d'années.
Il rassemble des grands noms comme Godard, Jean-Luc Godard, Éric Rohmer, Claude Chabrol, Alain Resnais, Louis Malle, Agnès Varda et Jacques Demy. Il se veut un peu un mouvement sociologique sur les phénomènes de génération. En fait, ça se veut un peu... il y a eu à peu près la même vague au Québec qui s'appelait le cinéma direct, là, mais c'est comme un produit immédiat d'une époque, puis les gens, en fait, c'est vraiment un clash de génération entre le vieux cinéma français et le nouveau cinéma français porté par sa jeunesse. Puis tout ça, c'est un peu produit avec la rencontre de plusieurs jeunes cinéastes, tous ceux que j'ai mentionnés, mais qui la plupart travaillaient aussi pour les Cahiers du cinéma, qui est une revue de critique de cinéma, qui est fondée, je crois, par André Bazin, qui est d'ailleurs le film lui est dédié. Dédié. Un ou l'autre. En fait, ça a été un peu comme ça a été un grand ami de Truffaut, mais un père pour Truffaut pratiquement. Et puis, c'est ça, il est mort avant la sortie du film ou avant même la fin du tournage, je crois, malheureusement. Mais c'est ça, cette nouvelle vague-là se produit dans un contexte social. Bon, c'est le début des 30 Glorieuses après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a aussi un contexte... la libération de l'Algérie aussi qui a fait beaucoup parler en France. Donc bref, c'est cette jeunesse-là qui veut un peu changer la façon de faire le cinéma, faire du cinéma pas direct, là, mais du cinéma plus contemporain, si on peut dire, ce qui fait différence. C'est ça, ça clash un peu avec les grands de l'époque, là, Jean Cocteau notamment. Donc c'est ça, puis c'est vraiment un regard sur la société, un regard introspectif aussi sur la vie des cinéastes. Et tous leurs films, ou du moins leurs premiers films, chacun de ceux que j'ai mentionnés, c'est pas mal autobiographique en fait. Mais c'est quand vient le moment de faire leur deuxième, leur troisième film, que là, la nouvelle vague va s'effondrer un petit peu, parce que là, non pas qu'ils vont rentrer dans une machine, mais ils vont se trouver un créneau qu'ils vont vouloir exploiter pour une bonne partie de leur carrière. Donc là, la nouvelle vague devient un peu désuète, disons. Mais c'est un mouvement très court d'effervescence, de création aussi au sein du cinéma français. On va y revenir de nombreuses fois parce que, évidemment, tous ceux que je vous ai mentionnés, Godard, Rohmer, Chabrol, Resnais, bon, ils ont plusieurs films, Varda, ils ont plusieurs films dans la collection Criterion, même quitte à tous leurs films sont pratiquement là, en fait. Donc, on va y revenir quand même assez souvent. Mais bon, commençons parce qu'on l'a mentionné, c'est autobiographique. Parlons un peu de François Truffaut. J'ai mentionné que c'est un critique. C'est son premier vrai film, Les 400 coups. Puis ça va le révéler au grand public. Il critiquait souvent les gens, justement, de faire du vieux cinéma. À sa période au Cahier du cinéma, il va aussi élaborer le concept du film d'auteur, en fait, la politique des auteurs. C'est cette politique qui dit que les réalisateurs, en fait, devraient être les auteurs de leurs propres films parce que c'est eux qui sont vraiment les chefs d'orchestre. Il va y avoir quand même quelques exceptions, notamment Truffaut va dire que Alfred Hitchcock fait des films d'auteur, malgré que c'est jamais ses scénarios, c'est pas lui qui écrit ses films, juste parce qu'il donnait cette touche particulière-là que Hitchcock s'est donné, le suspense, l'horreur, si on veut. Mais en général, c'est ça, lui, il s'attend à ce que les réalisateurs soient aussi les auteurs de leurs propres films. C'est une politique qui va, évidemment, qui existe encore aujourd'hui. Là, les films d'auteur, c'est quand même... On parle encore de ça aujourd'hui. Il est connu aussi, outre pour les 400 coups, il est connu pour Jules et Jim, pour Fahrenheit 451, la reprise l'adaptation du roman de Ray Bradbury, L'Enfant sauvage et La peau douce. Puis il y en a un, en fait, que La nuit américaine, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis. En fait, c'est le seul de ses films qui va gagner un Oscar. Mais bon... c'est autobiographique, mais il va se défendre que ça l'est, un peu comme Fellini pour Amarcord. Mais tu sais, quand tu regardes sa vie, en fait, la seule chose qui serait pas autobiographique, c'est que le fait qu'il était quand même bien traité par ses parents. Sa mère et son père, oui, ils fuguaient peut-être par moment, mais ses parents sont moins intransigeants que ceux d'Antoine dans le film. Mais comme Antoine dans le film, c'est ça, il y a un beau-père, donc il connaît pas son vrai père en fait, donc il porte Truffaut en fait, c'est le nom de son beau-père, c'est pas le nom de son père biologique. Même chose, il va aussi fuguer souvent pour aller au cinéma. Bon, il y a plusieurs éléments qu'il va reprendre dans le film et qui sont tirés de sa propre vie. Il est passé aussi par une école de délinquants, donc
tout le tralala. Donc, c'est dur de dénier un peu que c'est autobiographique quand on regarde seulement les faits, mais j'imagine que c'est ça. Il y a beaucoup de parties qui ont été romancées aussi sur la vie d'Antoine pour rendre ça un peu plus intéressant, probablement. On peut parler peut-être de Jean-Pierre Léaud, qui joue Antoine Doinel dans le film. C'est son premier film, mais ça va lui donner une reconnaissance immédiate. Il va être notamment casté dans le Testament d'Orphée de Jean Cocteau, qui est le président d'honneur du jury à Cannes l'année où le film est présenté. Jean Cocteau, qu'on va parler d'ailleurs dans notre prochaine émission, parce qu'il a fait La Belle et la Bête, mais bon, on y reviendra un peu plus tard. On aura tellement de choses à dire sur Jean Cocteau en faisant mes recherches. Là, c'était hallucinant, toute l'information qu'il y avait. La Belle et la Bête, très très bientôt. Oui, on a bien hâte. Sinon, il va jouer aussi avec Godard dans les années 60, Jean-Pierre Léaud. Il va disparaître un petit peu, mais il va revenir dans les années 90 pour le Finlandais Aki Kaurismäki, notamment. Puis après, il va jouer avec d'autres grands réalisateurs français comme Olivier Assayas et Bertrand Bonello. Peut-être un mot sur Claire Morier, qui joue, qui est la mère, en fait, d'Antoine dans le film. Elle a pas fait beaucoup de... elle a fait beaucoup de films, mais il y a peu de rôles pour lesquels elle a été vraiment reconnue, outre, évidemment, dans les 400 coups. Elle va jouer surtout au théâtre et à la télévision. Elle va jouer aussi dans La Cage aux folles, qui a connu quand même un bon succès en France, et qui est Criterion, si je ne m'abuse. Et elle va jouer aussi la tenancière. C'est pas un bar, là, mais propriétaire du café dans Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Albert Rémy, qui est le père d'Antoine dans le film, il n'est pas très connu lui non plus, sauf pour le film Le Train avec Burt Lancaster, Michel Simon et Jeanne Moreau. Jeanne Moreau aussi qui a un petit rôle dans les 400 coups, mais vraiment pas important. Il va mourir pas longtemps après la sortie du film, pas longtemps, 5 ans peut-être, 5-6 ans. Donc c'est ça, il ne se fera pas connaître tant que ça. Donc comme je l'ai mentionné, c'est ça, les 400 coups, c'est souvent... il y a des gens qui disent que ce serait le premier vrai film de la nouvelle vague, comme j'ai mentionné, mais il y en aurait d'autres aussi avant. D'autres qui sont Criterion, évidemment, donc on y reviendra. On va se concentrer sur les 400 coups. C'est le premier film, en fait, ça j'ai été surpris de l'apprendre, c'est le premier film de la saga d'Antoine Doinel, parce que ce personnage-là va revenir dans 3 ou 4 films. En fait, il va revenir dans L'amour à 20 ans en 1962, mais c'est un film une série de sketchs, en fait, là, donc il y a un petit court-métrage qui porte sur Antoine Doinel, et il va jouer dans Antoine et Colette. Ça c'est le court-métrage en fait. C'est ça, Antoine et Colette, c'est le court-métrage de 62, probablement justement dans la série là, de L'amour à 20 ans de la même année. Oui, exactement. Merci de la précision. Il va jouer aussi dans Baiser volé en 68, Domicile conjugal en 1970 et L'amour en fuite en 79. Ces 4 films-là vont être faits par Truffaut lui-même aussi. Donc c'est pas des spin-offs comme on connaît aujourd'hui où le réalisateur en fait un puis après ça abandonne le projet. Donc c'est vraiment un projet conjoint entre Truffaut et Jean-Pierre Léaud. Le film est tourné en décor réel, puis en entièreté, en fait, c'est un vrai appartement. Ça aussi, c'est assez caractéristique de la nouvelle vague, le fait de juste aller dehors avec sa caméra puis de filmer des vrais trucs plutôt que de tout faire en studio. Ça c'est très caractéristique de la nouvelle vague, c'est caractéristique aussi du cinéma contemporain en ce moment, puis je crois que ça a initié un mouvement notamment aux États-Unis avec les premiers films de gangsters de Martin Scorsese, mais de tourner justement dans une ville, de tourner avec les vrais décors, et puis advienne que pourra, c'est ça, de pas avoir le contrôle total sur tout, très caractéristique de la nouvelle vague. Le film a également été tout fait ou à peu près en post-synchro, donc pour donner un peu plus de liberté aussi, puis pouvoir retravailler au besoin le script, sauf une scène à la fin qui est improvisée. En fait, c'est un interrogatoire à son école de délinquants, qui est là, je sais pas, là, pas un professeur, mais en tout cas... Mais je pense que c'est plus une psy, en fait. Il se fait aviser là, par un autre des petits gars qui est là de comment répondre aux questions pour se faire bien classer, dans le fond, parce qu'il y a des façons de prendre cette femme-là là, qui, si tu réponds telle chose, ben c'est bien, sinon fais attention à tes intonations. Si elle échappe son crayon par terre, faut que tu le ramasses, parce que tout est testé, analysé, puis tout ça. Puis après, ben je pense que ça les aide ou les nuit, là. Donc, je pense que c'est un peu ça là, qui se passe
dans cette scène-là. Puis on lui pose des questions sur son enfance, puis là, le tout était improvisé par Jean-Pierre Léaud. Quand même, Truffaut a ajouté son grain de sel parce qu'au départ, du moins, il n'y avait pas nécessairement ce qu'il voulait avoir, mais bon, il a réussi à le diriger un peu, puis ça fait une scène très naturelle qui fait contraste un peu avec le reste, du moins à mon avis. Très belle scène. Il y a aussi beaucoup de caméos, comme je l'ai mentionné. Il y avait Jeanne Moreau, comme je l'ai dit, mais il y a Truffaut lui-même qui va être là, Philippe de Broca, Jacques Demy, Godard et Belmondo. Les deux derniers, en fait, ils jouent une voix dans une usine, parce qu'en fait, Antoine, à un moment donné, il va dormir dans une papeterie, une imprimerie. Voilà, on entend Godard et Belmondo un peu. Je sais que dans Cléo de 5 à 7 aussi, il y a Godard qui joue, qui fait un caméo. Tous ces justement ces jeunes réalisatrices-là vont tous se caster dans leur propre film pour faire hommage, mais aussi pour montrer la fraternité qui régnait entre ces gens-là, du moins au début, parce qu'après ça, il y a eu des clashs, notamment entre Varda et Godard, mais bon, on y reviendra quand... ça c'est Jean-Luc, ça! Ouais, exactement. Peut-être parler un peu de nos impressions du film. Je te laisserai peut-être commencer. Ouais, ok, parfait. Donc, en fait, je l'ai bien aimé, le film, on dirait que c'est pas nécessairement quelque chose qui est venu me chercher. Je peux voir les qualités, je peux comprendre aussi pourquoi c'est là. Mais c'est pas, en tout cas pour mes goûts personnels, là, c'est pas monté peut-être aussi haut que dans ton palmarès, en fait. Donc, pour moi, j'ai peu de choses à dire sur le film. J'ai fait là, la recherche des références, il y en a énormément dans la culture populaire, mais c'est ça, j'ai pas... tu sais, honnêtement, mon expérience est assez brève, là. J'ai pas de grandes choses à dire, là, par rapport à ce film-là. C'est triste parce que je comprends que ça a quand même une belle importance, là, dans l'histoire du cinéma. Mais c'est ça, je patine un peu, là. Faut pas bouder son plaisir. Moi, je l'ai quand même apprécié. C'est sûr que, tu sais, c'est pas le meilleur film non plus que j'ai vu de ma vie. Il est pas venu me chercher autant, mais par contre, souvent, en tout cas, du moins pour pas tester la qualité, mais pour savoir si j'ai vraiment aimé un film ou non, c'est savoir est-ce qu'il nous reste en tête plusieurs jours après le film, après le visionnement. Puis celui-là, il est resté plus souvent, plus longtemps que les autres qu'on a vus. Notamment quand on faisait la recherche aussi, puis quand j'ai regardé les bonus features, ça m'a donné le goût pratiquement de le réécouter. C'est un film qui est resté quand même en moi. Je trouve que la spirale vers les enfers est décrite avec une sensibilité. On voit qu'il y a les motifs d'Antoine qui sont pour la plupart valables et justifiés d'une certaine façon, mais pourtant c'est pas acceptable selon les adultes du film. On prend vraiment soin de présenter comment Antoine se sent perdu puis laissé à lui-même dans ce monde d'adultes-là qui lui correspond pas exactement. Sinon, j'ai trouvé que c'est un film qui est très beau, très, très beau historiquement, avec des belles images d'archives. On se promène justement devant la basilique Sacré-Cœur à Montmartre, complètement vide. Ils se promènent dans des cinémas aussi. Ils vont voir ça, j'ai trouvé ça bizarre, ils vont voir Paris nous appartient. Mais je pense que ce film-là est sorti après, il est sorti après, à moins, peut-être que c'était un remake, là, je sais pas trop quoi, mais il me semble que c'était un autre film de la Nouvelle Vague qui est sorti en 61. Donc je comprends pas trop pourquoi il est là, mais bon, il faudrait que je revoie si c'est vraiment Paris nous appartient ou non qui était dans le film. Mais bon, j'ai trouvé aussi l'interprétation du jeune Jean-Pierre Léaud très très bonne, surtout à la fin. J'ai oublié de le mentionner aussi, mais au début je trouvais ça un peu cheesy, mais le film en fait se termine sur un freeze frame, même un zoom en fait, il y a un freeze frame plus un zoom vers les yeux de Jean-Pierre Léaud ou Antoine. Au début je trouvais ça un peu cheesy, mais quand j'y repense, c'est vraiment un beau regard. Une espèce de cri du cœur ou un message de désespoir qui est lancé, puis une espèce... C'est vraiment un regard particulier. Allez voir des photos si vous ne l'avez pas vu, le film.
c'est ça, c'est vraiment un regard particulier qui présente toute l'angoisse du jeune, mais aussi qui doit être à un certain niveau aussi l'angoisse d'une génération qui se sent un peu perdue entre deux chaises un peu, là, c'est tous ou à peu près des boomers, là, mais bon, tu sais, c'est vraiment un très beau regard, puis j'arrête pas de le revoir, puis plus je le vois, plus j'y trouve quelque chose de différent. Ben, en fait, si je peux ajouter par rapport à ça, ça ouvre le film sur on comprend pas trop où est-ce qu'il s'en va. Après, il y a rien qui a vraiment changé. Ça s'ouvre sur une espèce d'espoir qui est peut-être illusoire aussi. On ouvre là, il est à la plage là, il court sur la plage, se met les pieds dans l'eau puis tout ça, puis après il se retourne, puis là ça s'arrête là. Mais c'est que l'histoire a pas évolué. En fait, il est toujours dans la même situation. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il y a comme cette espèce de cri-là, justement, là, dans son regard qui est... mais c'est ça, on sait pas qu'est-ce qui l'attend, Antoine, après tout ce qu'il a vécu, parce que là, c'est ça, il s'enfuit là, du espèce de pénitencier là, où il est, après que sa mère lui dise que elle et son beau-père avaient comme complètement abandonné sur lui, qu'il avait plus aucun espoir de le voir devenir une bonne personne, si on veut, là. Donc, c'est qu'il est encore plus abandonné à ce moment-là. Il y a rien de positif, tu sais. Il a fui, certes, là, mais... qu'est-ce qui l'attend après? Est-ce qu'il va se faire attraper? Est-ce qu'il va se mettre à nager? Est-ce que, tu sais, c'est complètement ouvert à l'interprétation du spectateur, mais je pense qu'avec tout ce qu'on nous a donné jusque-là dans le film, ben on peut comprendre que ce sera pas le fun après. Tu sais, ouais. En tout cas, c'est mon interprétation. Ben, mais faudrait regarder les films parce que c'est ça, il y a des suites, donc on peut voir comment ça se poursuit. Peut-être terminer aussi avec une autre information. Apparemment que Truffaut et Jean-Pierre Léaud auraient pas magouillé, mais en tout cas auraient travaillé ensemble pour monter l'équipe contre le jeune. En tout cas, c'est un truc assez particulier, mais justement pour intensifier un peu son jeu d'acteur. Là, je crois que ça devait être pour rester distant envers lui, là, pour je sais pas. Ben pour alimenter, j'imagine. Ouais, cette solitude-là. Mais s'il était au courant, c'est spécial, là, parce que ça casse un peu. Il faudrait que je revoie, parce que je l'ai juste vu dans un livre, mais bon, c'est peut-être pas vrai, mais il faudrait que j'approfondisse ça. Aussi, ça, je l'ai vu dans, en tout cas, un petit extrait de Criterion, mais c'est tiré des commentaires audio. La séquence du rotor, parce que c'est là aussi qu'on voit Truffaut, mais il va dans une fête foraine, puis le rotor, c'est une espèce de manège. Ouais, ben c'est le rotor. Moi, j'ai déjà fait ça, c'est vraiment spécial, mais le rotor, ça ressemble vraiment à une espèce de laveuse, là. Laveuse. Avec un truc dans le milieu, puis c'est quand ça tourne à une vitesse vraiment intense, ben là on colle sur les parois, puis vraiment coller là, on peut là, puis on le voit dans le film aussi là, Antoine il va se mettre à l'envers, la tête en bas, c'est ça, c'est qu'on les mouvements sont difficiles, mais on peut comme marcher sur le mur puis vraiment se mettre dans des positions pas possibles jusqu'avant que ça s'arrête, parce que il y en a qui ont attribué ça un peu à Antoine qui brise les règles une fois de plus, parce que là il brise même les règles de la gravité tant qu'à moi. Non, mais c'est quand même intéressant. Bon, c'est sûr que ça c'est pas nécessairement tiré par les cheveux, parce que c'est probablement effectivement l'intention, là, parce que pourquoi sinon il se serait retourné comme ça, mais bon, mais la séquence du rotor aussi, ça fait une référence au cinéma, parce qu'un rotor en fait c'est un peu le premier prototype de caméra, c'était effectivement un rotor, puis chaque panneau, disons, c'était des images différentes, donc quand ça tourne comme ça fait une série d'images qui donne une vidéo dans le fond, donc c'est un beau clin d'œil aussi à l'histoire du cinéma comme ça. Puis d'ailleurs les autres passagers du rotor, ce sont souvent il y a Philippe de Broca notamment, donc il y a des, puis Jacques Demy je crois, c'est ça, donc il y a des grands réalisateurs qui sont justement les passagers de ce rotor-là. Il y a Truffaut lui-même qui est à côté d'Antoine Doinel, donc un beau clin d'œil à l'histoire du cinéma. Mais sinon, je trouve vraiment que c'est ça, le film est peut-être un peu lent au début. Il y a un moment fort aussi où il dit à son professeur que sa mère est morte. Ça, c'est quand même un beau moment, parce que c'est complètement sorti de nulle part. Il a improvisé
il n'a pas improvisé ça pour les films, là, mais le personnage d'Antoine improvise un peu quand il se fait questionner par son professeur. Mais t'étais où? Qu'est-ce que tu faisais? Et comme, ma mère est morte. Puis là, évidemment, ça crée un petit malaise. Mais ça, c'est un beau moment. Mais sinon, je trouve que la fin est vraiment plus forte que le reste du film à partir du moment où il se fait emprisonner. Que son père, son beau-père décide, non, je te reprendrai pas, je vais te dénoncer à la police. Puis que là, il se ramasse en police. Puis on le voit pleurer aussi. C'est d'ailleurs la pochette du film. Non, c'était vraiment un beau moment. Puis après ça, à l'école, avec la scène improvisée qui fait très naturel. J'ai vraiment aimé ça, mais c'est ça, c'est un film que j'ai pas arrêté de penser depuis qu'on l'a regardé. Puis que j'ai relativement hâte de le réécouter. Là, ça me dérangerait pas de le réécouter tout de suite. Par exemple, un Seven Samurai, je sais pas si je m'embarquerais nécessairement tout de suite là-dedans, même si j'aimerais ça peut-être le revoir un jour. Mais non, c'est un film qui est resté en moi, mais que, tu sais, à la base, j'ai pas... j'ai aimé ça, mais c'est pas plus que ça. On pourrait peut-être parler des références en culture populaire avant de parler de notre... avant de faire le top, le palmarès. Le top, et puis nous donner une note aussi générale au film. Certainement. Donc, comme à l'habitude, en fait, il y a beaucoup de références dans la culture populaire. Je les ai séparées. Encore une fois, donc j'en ai 5 ou 6 thématiques qui regroupent tout ça. Donc, on va commencer par les références scénaristiques. J'ai appelé ça comme ça, dans le fond, qui sont les références à des éléments du scénario. Donc, dans le film Baiser volé, ça dit en fait qu'une clé qui est cachée dans un vase, comme dans les 400 coups, puis quand le personnage monte les marches, en fait, c'est encore Antoine, là. C'est dans la série des films de Truffaut sur la vie d'Antoine Doinel, si on veut. Donc, il y a une clé cachée dans un vase et quand Antoine monte les marches, les lumières s'éteignent de la même façon que dans les 400 coups. On avait aussi J'ai tué ma mère, donc parce que le personnage ment à propos de la mort de sa mère, donc d'une certaine façon. On doute pas non plus que J'ai tué ma mère, ça ressemble quand même aussi assez bien au 400 coups. Oui, c'est ça, elle l'envoie là, après être un peu excédée, elle l'envoie dans un pensionnat où il va découvrir sa sexualité, ce qui n'est pas le cas d'Antoine. Mais c'est un enfant trouble, disons, avec une mère qui est assez intransigeante. C'est aussi le premier film de Xavier Dolan, donc il y a des beaux parallèles à tisser entre les deux films, puis ça a la même structure, même s'il fait pas nécessairement des mauvais coups, mais bon, il y a cette incompréhension-là entre les générations. Je trouve qu'on pourrait aussi peut-être mettre Mommy là-dedans, peut-être là, au sens où dans Mommy, en fait, c'est qu'on a toujours un peu d'espoir, puis on se fait détruire ça à chaque fois, puis le seul moment du film où c'est positif, finalement, on se rend compte que ça existe pas, là. Donc ça m'a fait mal quand on a regardé le film, mais bref. Dans Café Society. De Woody Allen. On l'a, mais je l'ai pas écouté. Non, moi non plus, j'ai jamais vu ça, mais bref, il y a le personnage de Ben qui raconte que quand il était plus jeune, il volait des machines à écrire. Donc là, on vient de vous spoiler, Antoine a volé une machine à écrire. Il l'a pas vendu, fait que c'est correct. Non, il a pas réussi. Dans Monk, qui est c'est la deuxième fois, je pense qu'on fait référence à Monk. Je me rappelle pas de l'autre écho, là, mais... Je pense que c'est Lady Vanishes. Dans Monk, il y avait un moment où Monk zippe son manteau jusqu'à son nez, puis là, si vous cherchez des images des 400 coups, Antoine a toujours son col roulé monté sur son nez. C'est une scène tirée de la prison, en fait, parce que là, il se ramasse dans une cellule avec des clochards puis des prostituées, je sais pas trop, puis c'est ça, pour... parce que ça sentait mauvais, ça a l'air. Et c'est ça, il monte son col roulé jusqu'à son nez. Puis bref, Monk, c'est ça, il monte. Là, c'est pour ceux qui ont pas regardé Monk. Monk est un bactériophobe, je sais pas comment on peut appeler ça, mais pour vrai, c'est quelqu'un qui va se laver les mains à répétition. Quelqu'un qui fait très beaucoup en 2020, finalement. Ouais, c'est ça, c'est un avant-gardiste, dans le fond. Mais c'est ça, donc il y a un enfant qui tousse à proximité, puis là, il va monter son manteau jusqu'à son nez pour se préserver d'attraper son rhume. Donc, il y a ça qui existe. On a relevé aussi, j'ai un peu plus de difficultés avec ça, là, mais apparemment que la scène de début là, de Batman où ils sortent du théâtre avec les parents serait peut-être un écho à ça. Bon, là, faut se replacer, là, tu sais, Batman, ça existe depuis très longtemps. Je pense pas que la scène du film... c'est que c'est la version de Tim Burton, enfin, en 89. Effectivement, le film s'ouvre avec les parents Wayne et Bruce sortent du théâtre.
Puis c'est vrai que ça ressemble parce qu'à un moment donné, Antoine va au cinéma avec ses parents. D'ailleurs, c'est un film qu'il avait déjà vu en faisant une fugue. Puis là, il retourne chez eux. Puis là, ses parents font quoi? Hey, on va-tu au cinéma? Puis là, il va revoir le même film, en fait. Non, c'est ça. Ben, je comprends l'écho, mais est-ce que c'était intentionné de Tim Burton? Je sais pas exactement. En même temps, on s'entend que la scène finit pas de la même façon non plus. Là. On sait comment ça se passe pour Batman, ce qui est pas le cas pour Antoine. Je peux peut-être comprendre l'espèce d'unité de la famille, parce que c'est le moment dans les 400 coups qui est positif, là, qui passe un super beau moment en famille, puis ça arrive jamais à aucun autre moment dans le film. Donc, il y a ça là, comme écho. Ensuite, dans la catégorie la scène d'ouverture ou la musique. Donc, il y avait dans un film qui se nomme Frances Ha. Oui, de Noah Baumbach, en fait, qui a fait notamment Marriage Story. Puis qui feature, en fait, Frances, c'est Greta Gerwig, la réalisatrice et aussi la femme de Noah Baumbach. Frances Ha, qui est un film... Qui est un Criterion aussi, d'ailleurs. Tant qu'à, on va en parler dans 4 ans. Donc, on disait, dans le fond, pour Frances Ha, que la musique du film des 400 coups est utilisée dans le film. Donc, voilà. Et pour la musique, pas pour la musique, pardon, pour l'ouverture dans le film Le Scaphandre et le Papillon, il y avait une scène de flashback où le thème d'ouverture des 400 coups est entendu. Puis dans le fond, en même temps que cette musique-là, on a aussi des images de Paris là, de la même façon que c'est présenté dans les 400 coups, donc même style de plan, même je sais pas, concept d'ouverture et tout ça. On parlait tantôt du fameux freeze frame sur le visage d'Antoine à la fin du film. Arrêt sur image, oui. On est au Québec. C'est au Québec, c'est ça. Voilà. Donc, c'est ça, le freeze frame, là, il y en a beaucoup dans le cinéma. Donc là, écoutez, c'est ça. Il y a Butch Cassidy, et And the Sundance Kid qui se finit de la même façon. Harry Potter 3 qui se finit comme ça. Là. Moi, ça m'avait marqué ça quand je l'avais vu, puis je comprenais pas pourquoi il finissait un Harry Potter comme ça. Ça fitait pas du tout avec le film. Harry est sur Buck, là, puis il vole sur le lac. Même un freeze frame étendu. En tout cas, l'image est comme étirée un peu. Mais avec du recul, ça m'étonne pas vraiment parce que Harry Potter 3 a été fait par Alfonso Cuarón. Puis on sait qu'il aime beaucoup le cinéma français, notamment dans Roma. Il va reprendre une partie de La Grande Vadrouille avec Louis de Funès. Puis je crois, il me semble, dans Y tu mamá también, il parlait du cinéma français aussi, là, ou du moins il y a une chanson française. Je me souviens plus, mais c'est ça, je crois que Cuarón, 400 coups, c'est un des plus grands films du cinéma, là. Je crois que tous les grands réalisateurs et réalisatrices de ce monde ont vu ce film-là. Mais c'est ça, je crois que c'est clairement voulu ce freeze frame. Probablement, parce qu'il y en a une plus tard, je vais y revenir. Il y avait ce type de plan aussi d'arrêt sur image dans La Vague, qui est un film allemand, là. C'est juste là, je sais pas si je le prononce bien, là, mais d'Yvel, j'imagine. Donc l'espèce là c'est inspiré d'un livre là, mais sur l'autocratie d'un professeur qui recrée un peu le régime nazi à l'échelle de sa classe. J'avais lu ça en 2011-2012, et puis j'avais regardé le film aussi. C'est très, très bon. Un film qui a inspiré d'ailleurs 12 Monkeys, je crois. Non, je pense que oui. Pas. Ouais, je pense que oui. C'est toi qui m'avais dit ça quand non, on confond. Non, c'est La Jetée. Tu parles, mais c'est pas 12 Monkeys, c'est c'est 12 Monkeys, mais c'est La Jetée. Donc c'est pas la même chose, mais La Jetée a inspiré, qui est un court-métrage d'une 15aine de minutes, je pense là qui aurait inspiré 12 Monkeys. Je suis pas certaine, mais on peut faire les recherches. Donc il y avait aussi l'arrêt sur image dans le film 13 avec Evan Rachel Wood. La dernière scène du film, là, il y a un plan similaire. Puis dans Les Simpsons, parce que les Simpsons prennent leur inspiration d'un peu partout, là, puis je pense qu'on va revenir sur les Simpsons beaucoup dans le cadre de l'émission. Il y a un épisode où Nelson fait un film qui se termine exactement de la même façon, donc sur la plage et avec un freeze frame. Et tantôt, on parlait d'Alfonso Cuarón et on a mentionné Y tu mamá también. Donc, dans l'inspiration là, qui vient de la dernière scène du film, donc quelqu'un qui court sur la plage, puis que le regard est porté vers l'eau, tout ça. Donc, il y a ça dans Y tu mamá también. C'est Luisa, qui est la femme là, qui accompagne les deux garçons dans leur voyage, là, qui
qui fait ça dans le fond, puis pour ceux qui l'ont vu, mais tu sais ce qu'on apprend sur Louisa aussi à la fin du film, je pense que ça peut être lourd de sens là pour cette scène-là, parce que finalement Louisa avait une condition médicale, puis elle arrive sur la plage, puis je pense qu'il y a quelque chose de puissant là-dedans là, qui était consciente là, de ce qui l'attendait dans le fond. C'est que dans les 400 coups, en fait, c'est que Antoine il a jamais vu la mère, puis il veut absolument la voir un jour, puis c'est ça, quand il y arrive, c'est ça. Il est un peu confus, mais bon, c'est pas grave. Mais finalement, il réussit à voir sa mère l'étendue d'eau. Sa mère MER. Ouais, tant chérie, donc voilà. Ensuite, il y avait dans le film Moonlight, qui est un film vraiment très très bon là, qui a un plan semblable sur la plage. Pour ce qui est du fait de courir, c'est vraiment une des thématiques que j'ai identifiées là. C'est que dans le film, en fait, c'est pas un plan séquence, mais c'est quand même des longs plans où on voit Antoine courir. Puis longtemps, là. Ouais, longtemps, puis c'est ça, de côté, là, comme ça on le suivait en voiture à côté. Donc ça a quand même aussi bien marqué. Il court quasiment un bon 4-5 minutes, là. Ouais, oui, c'est ça. Il s'enfuit dans le fond du pénitencier pour jeunes. Après ça, il se fait poursuivre un peu. Là, il court dans une forêt quelconque, dans un champ, puis tout ça. Puis après ça, il arrive, il descend des escaliers, il arrive sur la plage. Puis là, le film se termine comme ça. Mais dans la thématique courir, il y avait évidemment, là, pour ceux qui connaissent ce film-là, Lola Rent, je sais pas si je le prononce bien, là, mais Cours Lola court en français, où comme le titre l'indique, là, c'est un film où Lola court pendant pas mal tout le film là, aussi. Ensuite, je m'étais séparé ça. Pour ce qui est des thèmes du film, il y avait le film Boys and the Hood, qui est un film avec une construction semblable. Là, puis le réalisateur, là, j'ai pas noté son nom, là, mais il avait clairement dit là, que c'était une inspiration, les 400 coups. C'est John Singleton, je crois. Il est mort l'année passée. Je l'ai vu, ce film-là, ça fait un petit moment, là, mais c'est ça, c'est dans la lignée des films de Spike Lee et tout, donc les films revendicateurs durant la période trouble aussi de Los Angeles dans les années 90 avec la police, et notamment Straight Outta Compton aussi qui présente ce fait-là. C'est ça, donc ce que ça disait, c'est que c'est une construction semblable, là. C'est un monde adulte qui est très difficile pour un enfant, quelqu'un qui grandit là-dedans dans l'espèce de difficulté là, de ce qui l'entoure puis qui essaye de sortir de ça, donc Boys and the Hood et The Virgin Suicides, qui est aussi un critérium, qui font, dans le fond, là, ce qui est important de comprendre ici, c'est que, tu sais, j'ai pas nécessairement trouvé de ressemblance, là, marquante, là, ouais, c'est ça. Mais, en fait, c'est que les deux films font partie de la collection, si on veut, Growing Pains, de Criterion, donc c'est des coming of age qui sont douloureux. Puis, The Virgin Suicides, je pense que vous pouvez comprendre avec le titre, là, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui se passe dans le film. Puis c'est pas une image, là, c'est pas une figure de style, c'est exactement ça à quoi on a droit. Donc c'est des coming of age qui sont difficiles pour les personnages. Virgin Suicides au pluriel, donc encore pire dans ce cas-là. Ensuite, ma dernière catégorie de références, ce serait des références au film en tant que tel. Donc là, à ce moment-là, on parle de mentions là, du titre ou peu importe. Donc, quelques mentions à un jeu télévisé que j'affectionne particulièrement, Jeopardy. Donc, plusieurs questions là, qui avaient les 400 coups. Merci, Alex Trebek. Oui, c'est ça. C'est vraiment le fun, Jeopardy. Moi, j'aime ça. Je sais. Il y avait ça. Dans Ugly Betty, qui est aussi une série que j'ai regardée là, il y a plusieurs années, il y a un des personnages qui suggère de louer ça au club vidéo. Et puis, là, je m'étais noté aussi, je pense qu'on lira pas trop là-dedans, là, mais il existe... Oui. En fait, je suis pas certaine, parce qu'il existe une maison d'édition au Québec qui est Les 400 coups. J'ai fait des recherches, c'est pas clair là, si le titre, le nom de la maison vient de là. Je l'ai cherché déjà. Non, mais c'est l'année, quand est-ce qu'elle a été fondée? Est-ce qu'on le sait? Mais c'est pas vieux, les 400 coups, là. Mais, tu sais, dans le fond, c'est une maison d'édition qui propose énormément d'albums et de BD pour enfants. Oui, il y a des choses pour adultes aussi, là, mais, tu sais, je pense que dans l'espèce de disponibilité de catalogue, puis... 95. Ça pourrait être un écho, mais faut se rappeler aussi qu'il y a l'expression qui existe, là, faire les 400 coups. Fait que, tu sais, est-ce que c'est vraiment une référence? Je me le suis noté parce que c'était mon domaine d'études, j'ai connu ça, moi, les 400 coups, mais
c'est dur là, de démontrer si c'en est vraiment une. Mais voilà, donc Les 400 coups est très présent dans la culture populaire. Donc, c'est certaines là, des multiples références que j'ai trouvées dans mes recherches. Donc, si tu t'avais à donner une note là, sur 5 étoiles à ce film-là, là, tu donnerais quelle note? J'irais quand même avec entre 3 et 3,5, donc comme quelque chose comme 3,25. Ouais, c'est ça, mais tu sais, comme un 6,5 sur 10, finalement. Là. Ouais, on va garder ça en étoiles. Là, c'est le rating IMDb. Mais c'est facile de le faire sur 10 après, là, mais c'est ça. Ça se joue entre un 6,5 et un 7, là, donc c'est un 3 et un 3,5. Ben, c'est ça. Moi aussi, je vais y aller avec un 3 étoiles et demi, mais j'avoue que je crois que mon visionnement va être... mon appréciation va être augmentée à mon second visionnement, peut-être mon troisième, je sais pas. Non, je crois que c'est ça. C'est un film auquel je pense souvent depuis qu'on l'a regardé, puis ça doit être signe que c'est un grand film à ce moment-là, mais que j'étais peut-être pas... parce que c'est dur de juger un film à la première écoute comme ça, sans trop se renseigner, mais on essaie de pas se renseigner évidemment avant de faire le film, pour pouvoir pleinement en profiter du moins, mais non, je crois que ça a le potentiel de beaucoup me plaire dans l'avenir, mais pour l'instant, j'irai avec un 3 étoiles et demi, donc un très 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 bon film qu'on vous conseille à tous et à toutes. Pour vrai, c'est un grand classique de la nouvelle vague, mais du cinéma. En tout cas, j'ai pas vu beaucoup de films de la nouvelle vague, mais c'est mon film préféré de la nouvelle vague jusqu'à présent. Puis c'est ça, là, on serait rendu dans le fond à notre palmarès qu'on avait commencé. Oui. Donc c'est Amarcord. C'est Amarcord en fait là, qui occupait notre film favori à tous les deux. Donc est-ce que ce film-là vient déloger Amarcord au sommet pour l'instant? Alors pour ma part, sans surprise, je pense là, pour ceux qui nous écoutent, non, Amarcord reste mon numéro 1 des 5 films à présent. Moi aussi, mais pas malheureusement, c'est tous des très bons films. Là. Il n'y a pas de mauvais films qu'on a vu, mais non, c'est ça, Amarcord aussi, je pense qu'il tombait plus dans mes cordes, malgré que c'est ça, je crois pas qu'il y ait ce potentiel de réécoute là, puis je crois qu'à l'avenir peut-être que les 400 coups pourraient passer devant, mais non, j'ai vraiment plus aimé Amarcord pour l'instant, donc voilà, c'est pas de changement pour une deuxième émission de suite. Amarcord ressort grand gagnant, donc dans le fond, moi j'aime bien là, annoncer le prochain film quand on termine. Donc la prochaine fois, on serait rendu à La Belle et la Bête de Jean Cocteau, qui est un film. Je vous dirai pas ce qu'on en a pensé. On sait c'est quoi La Belle et la Bête, là, mais un film de 1946. 46, c'est très. On regardait ça. On regardait ça pour. C'est ça. J'ai bien hâte de vous présenter ça. Ça va être moi qui va plus animer là, celle-là. Voilà. Donc j'aurais le goût de me lancer tout de suite, mais je ferai pas ça. Donc